Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je souhaiterais dire que de nombreux élus nous ont présenté leurs excuses, mais je remercie de sa présence Madame Émilie Soldebar, conseillère départementale du canton de Rodez 2, qui représente Monsieur Arnaud Viala, président du département de l'Aveyron. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce samedi et nous vous remercions d'avoir pris quelques instants pour réfléchir ensemble à cette question « Pourquoi être franc-maçon en 2023 ?» Pour appréhender cette question, vous me permettrez une analogie. Y aurait-il un lien entre la franc-maçonnerie et The Voice ? Après tout, cette émission, sorte de radio-crochet moderne, il y a des candidats. Ces candidats sont à la recherche de lumière et de reconnaissance. Ces candidats ont du talent, qui n'en a pas. Mais ils sont à la recherche d'un perfectionnement. Pour cela, ils doivent faire une prestation devant un jury, d'une manière assez particulière, puisqu'ils ne se voient pas. Seule la qualité de leur voix, l'image de leur âme profonde, une authenticité compte. Alors, peut-être qu'une team les choisira, ce peut être une obédience pour la franc-maçonnerie. Cette team aura pour objectif de faire avec celui qui est entré un compagnonnage qui sera le révélateur du candidat et un enrichissement pour les maîtres de chant. Il subira des épreuves, des battles, etc. Somme toute, un travail sur soi et un travail avec les autres. En effet, on ne peut travailler correctement avec les autres qu'à partir du moment où on a fait un travail sur soi. Et ce travail ne peut être réalisé qu'en toute liberté, car nul n'est assigné par ses origines. Il retirera le bénéfice de son travail et de son assiduité, tout en gardant son entière liberté de conscience. Vous l'avez compris, c'est une grande importance de choisir sa bonne team. Comme dans toute la France, l'Aveyron a accès à plusieurs obédiences. Celles-ci ont des points communs. La démarche initiatique, la défense de la République et l'universalisme, par exemple. Elles possèdent également des nuances. Le poids du symbolique et du sociétal, la mixité, la place de la croyance. Lumière et Fraternité du Rouergue est une loge du Grand Orient de France. Cette obédience attache une importance dans l'équilibre entre la réflexion philosophique, symbolique, et la réflexion sociétale, le progrès de l'humanité, l'une nourrissant l'autre. Elle travaille en mixité, ce qui la différencie des loges qui sont uniquement masculines, uniquement féminines. Concernant la croyance, le Grand Orient de France accorde une importance fondamentale à la liberté de conscience. On peut croire ou ne pas croire et travailler dans une loge du Grand Orient de France. On y respecte la spiritualité, mais elle ne se substitue jamais aux lois de la République et à la raison. Notre conférencier, Hervé Garnier, est l'illustration même d'un parcours de franc-maçon. Cadre dans l'industrie énergétique, il a exercé des fonctions d'élu. Il est militant associatif dans l'éducation populaire et la vie de quartier. Entré en maçonnerie depuis plus de 30 ans, il seconde le grand maître Georges Sérignac depuis septembre 2021. Il a la charge pour l'obédience des dossiers République, laïcité et éducation. Alors, mon très cher Hervé, quand on est attaché aux valeurs de la République, quand on souhaite préserver ce joyau qu'est la laïcité, et qu'on attend que l'éducation soit émancipatrice, source de bonheur et creusée d'une liberté, d'une égalité et d'une fraternité, pourquoi être franc-maçon en 2023 ? Donc j'y vais là. Tu as la parole. Mesdames, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, merci pour cette introduction, pour être franc-maçon 2023. Alors, nous le constatons tous, nous vivons une période troublée, tant au niveau de notre pays qu'au niveau international. La vitesse de circulation des informations nous informe instantanément de ce qui peut se passer dans le monde, avec tout son cortège de massacres et d'horreurs.
Dans un monde que je qualifie de plus en plus complexe et incertain, où tout semble à la dérive, où la violence est quasiment quotidienne et où les idéologies extrémistes progressent, nous, francs-maçons, avons-nous une vision différente de ce monde au futur, probablement imparfait. La franc-maçonnerie fait régulièrement l'objet d'hostilités véhiculées par certains médias et des réseaux sociaux malveillants qui font avant tout la course au buzz, à l'audience ou aux followers. Pour ces mêmes médias, la connaissance de ce qu'est réellement la franc-maçonnerie ne les intéresse pas et leur demanderait beaucoup de temps. Et je pense que leur modèle économique ne correspond pas justement au temps qu'ils devraient passer pour mieux nous connaître. La franc-maçonnerie souffre d'un déficit de connaissances précises et alimente des fantasmes qui n'ont pas lieu d'être. Ce que nous constatons, ça a été dit, c'est qu'il y a une distorsion entre ce que nous sommes et notre perception dans le public. Mais je vous l'annonce, si vous ne le savez pas, nous n'avons pas le pouvoir. Nous ne dirigeons pas le pays, et ni les autres, et n'en déplaise à ceux qui peuvent être colportés par les médias et les réseaux sociaux, souvent malveillants à notre égard. Nous ne sommes pas une élite socioculturelle, et j'en suis la preuve vivante. Tout l'intérêt vient des rencontres que nous avons au sein de nos loges, et plus largement de notre obédience. Des rencontres que nous n'aurions certainement pas eues si nous n'étions pas rentrés en franc-maçonnerie. Vous avez certainement entendu parler de la franc-maçonnerie, et plus particulièrement du Grand Orient de France, et je vais essayer à grands traits, à très grands traits, de faire en sorte que vous nous connaissiez mieux. Je ne vous parlerai que du Grand Orient de France, au sein duquel j'ai été initié en 1989, à l'âge de 36 ans. Le Grand Orient de France est une fédération de loges. On a environ 1300 loges, 53 000 membres, hommes et femmes qui, pour beaucoup, comme je l'ai dit, ne se seraient jamais rencontrés ni échangés en raison de leurs origines, soit familiales, sociales, professionnelles, associatives, engagements syndicaux, politiques ou autres. Et moi, il serait malvenu et prétentieux de ma part de vous parler des autres obédiences, que je connais un peu, mais ce n'est pas mon rôle de parler d'elles, qui composent le paysage maçonnique français, qui compte environ 180 000 membres. D'autre part, je ne vous parlerai de ce qu'il n'est possible de vous dire. Aujourd'hui, celles et ceux qui souhaitent se renseigner sur la franc-maçonnerie trouveront toutes les informations sur Internet ou dans les ouvrages qui parlent de ce sujet. Cependant, au-delà de ce que tout le monde peut lire ou entendre sur la franc-maçonnerie, le plus important est ce que nous y vivons à l'intérieur, au sein de nos loges. Ce que nous y vivons est du domaine de l'intime et du domaine de l'individuel. Je ne pense pas qu'il soit possible de traduire ce que nous ressentons dans le cadre de nos travaux par des écrits, des livres ou des paroles. Si un frère ou une sœur écrit ou parle de son expérience, ce ne sera que sa représentation, certes réelle, mais individuelle et par conséquent subjective. Même si les valeurs et principes que nous souhaitons promouvoir sont les mêmes, chacun de nous vit son parcours maçonnique selon sa personnalité, son histoire, sa sensibilité et ses engagements. Notre méthode de travail, les échanges que nous menons dans l'altérité, sans contrainte, par la reconnaissance de l'autre dans sa différence, nos réflexions nous feront progresser individuellement, nous enrichissent individuellement et collectivement. Donc mon propos, il va être divisé vous ne serez pas surpris, en 3 parties. Alors, quelques dates qui ont marqué l'histoire de la franc-maçonnerie et plus particulièrement de notre obédience, mais ça va être à très grands traits, sinon il faut 3 jours. Et deuxième partie, c'est les trois des valeurs, des principes que nous souhaitons promouvoir et que nous défendons. Et en tant que franc-maçon, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais commencer par le 28 avril 1738. Non, c'est pas la bonne page. Voilà, c'est là. Alors, quelques dates. L'origine de la franc-maçonnerie, qui se situe en Angleterre, remonterait aux corporations de maçons itinérants du Moyen-Âge, les bâtisseurs d'églises. Une classe d'ouvriers spécialisée dans la taille fine d'une pierre se prêtant à la sculpture, appelée Freestone Mason, et par contraction Freemason. Ils étaient libres, car ils étaient notamment libres de circuler comme bon leur semblait. La première loge clairement identifiée est située en Écosse,
en 1599 est créée par un noble d'origine normande, William de Saint-Charles. Alors, au fil de l'histoire, les loges de maçons dits opératifs, les tailleurs de pierre, ont intégré de nouveaux membres issus de la riche bourgeoisie, de l'aristocratie et de l'Église anglaise. Ces francs-maçons, on dit acceptés, transforment petit à petit donc, une société de métier en une association de réflexion et de rencontres. Alors, une version de cette intégration serait que ces artisans britanniques auraient ouvert leur loge à des hommes ignorant tout de l'art de bâtir, parce qu'ils recherchaient des appuis à la fois érudits et puissants dans la société anglaise. Et ces mêmes hommes, ignorant l'art de bâtir, étaient intéressés par les traditions des maçons et par leur esprit de fraternité. Et le 24 juin 1717, sur la base de 4 loges, l'oie et le gobelet, la couronne, le pommier, le gobelet et les raisins, vous voyez déjà tout un programme, le gobelet et les raisins, dans des tavernes, ça se passait dans les tavernes à l'époque, est créée à Londres la Grande Loge Unie d'Angleterre. Elle s'implante en France, à Paris, dès les milieux des années 1720. Elles sont constituées par des Britanniques résidant en France, dont la famille d'Estuard, à Saint-Germain-en-Laye, et également les premières loges ont été à Boulogne, pour des raisons d'exil religieux ou politique, ou également pour le commerce. Alors, 1735, création de la première Grande Loge de France, afin de manifester l'existence d'une franc-maçonnerie française qui, par exemple, délivrera tous les titres maçonniques au niveau du royaume. Mais malgré l'adhésion à la première Grande Loge de France, il est constaté que les loges travaillent d'une manière autonome et que les décisions se prennent surtout à Paris. Mais il faut quand même rappeler qu'à l'époque, pour faire Toulouse-Paris, il fallait quand même 12 jours de diligence ou de cheval. 28 avril 1738, une date importante pour moi parce qu'elle est la première explication de notre discrétion. Souvent, on entend, moi j'ai eu l'occasion d'en parler dans des médias, c'est « vous êtes secret ». Non, on n'est pas secret, on est discret. Et ça s'explique par notre histoire. Et ça commence par la bulle papale du pape Clément XII, du 28 avril 1738, qui excommunie les francs-maçons. Il leur reproche leur relativisme, leur tolérance envers les autres religions et la pratique du secret. Il leur reproche également qu'une fois initiés, les francs-maçons prononcent un serment sur autre chose que la Bible et qu'ils pratiquent l'entraide auprès des plus démunis en dehors des officines de l'Église catholique. Et cette hostilité de l'Église catholique est relayée également par les pouvoirs en place et pouvait aller jusqu'à l'emprisonnement. Alors, le droit canonique de l'Église catholique, la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a été dirigée pendant 24 ans par Joseph Ratzinger, qui est devenu pape Benoît XVI, donc toutes ces instances de l'Église catholique ont confirmé l'incompatibilité entre la franc-maçonnerie et l'institution catholique. Et pour exemple, dans notre région, dans ma région, qui est la région Rhône-Alpes, en 2015, le curé de Megève, membre du Grand Orient de France, Pascal Vezin, a été démis de ses fonctions à la demande de l'évêque d'Annecy. Il devait choisir entre être curé de sa paroisse ou franc-maçon. Devinez, il a choisi d'être un homme libre et éclairé. La franc-maçonnerie, hostile à tous les despotismes, a été confrontée dès ses débuts à l'hostilité des pouvoirs, qu'ils soient royaux ou religieux, pour la forme de leur réunion à huis clos, qui apparaissait suspecte, voire propice à préparer des complots contre les pouvoirs en place. Et on peut constater que dans les pays où s'installe une dictature ou un totalitarisme, la maçonnerie n'a pas le droit de citer. Deuxième exemple qui est également important et qui peut expliquer notre discrétion est le nombre important de francs-maçons persécutés, déportés ou fusillés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la seule raison de leur appartenance à la franc-maçonnerie. Dès le 14 août 1940, plusieurs lois et décrets vont dissoudre toutes les obédiences. Les locaux sont occupés, leurs archives confisquées et le nombre de loges mis à sac. Si je vous prends par exemple ma loge dans l'Isère à Vienne, la loge a été utilisée par la Gestapo et la milice. Plus d'1 millier de francs-maçons seront déportés et plus de 600 connaîtront la mort, fusillés ou tués dans les camps. Parallèlement, environ 3000 francs-maçons ont rejoint la résistance. Pour exemple, toujours dans ma loge à Vienne, sur un effectif de 30 frères, 9 ont été fusillés ou déportés pour être résistants
Alors, pas pour être franc-maçon, parce qu'il se trouve que lorsque Pétain a mis tous ces textes en place contre la franc-maçonnerie, il y a un frère de notre loge, qui par un ami, a pu planquer les dossiers, les archives dans le plancher de sa maison, donc ce qui a permis d'éviter justement la meilleure connaissance des francs-maçons dans la ville. Et encore aujourd'hui, un grand nombre de nos membres ne souhaitent pas que leur appartenance à la franc-maçonnerie soit divulguée. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de voyager avec des frères de ma région et des sœurs, et plusieurs m'ont dit, mais demain, mon patron sait que je suis franc-maçon, je suis viré. Donc, on a toujours cette discrétion, mais nous ne sommes pas secrets, sinon je ne serai pas là devant vous à vous parler. Alors, de 1738, la bulle papale qui excommunie les francs-maçons, je passe au 24 mai 1773. Moment très important dans la vie de notre obédience, où l'Assemblée générale de la première grande loge de France décide de son changement de nom en Grand Orient de France, dont nous fêtons les 250 ans cette année. Et donc l'obédience, le Grand Orient de France, sera mis en place le 22 octobre de la même année. Elle décide également que l'élection des vénérables maîtres, ceux qui président les travaux de nos loges, se fera désormais par les membres chaque année. Et cela met fin à ce qui existait avant, c'était l'inamovibilité des présidents de nos loges, de nos vénérables maîtres. Et autre point important, qui est même fondamental, c'est la mise en pratique du principe « une loge, une voix ». Et cela, quelle que soit la taille de la loge et du nombre de frères et de sœurs. Ça veut dire qu'au sein de notre assemblée générale, ce qu'on appelle le convent, toutes les loges sont représentées, il n'y a pas une discrimination de taille ou de nombre de frères et de sœurs. Et j'en arrive maintenant au 10 septembre 1877, année essentielle dans la vie de notre obédience. Et c'est le frère Frédéric d'Exmont, pasteur de son État, qui a présenté un vœu, une proposition, qui met fin à l'obligation pour les membres du Grand Orient de France de se référer à l'existence de Dieu et à l'immortalité de l'âme. Et les mots utilisés dans ce vœu sont particulièrement éclairants, et je vais vous en donner le tir de quelques extraits. Ils indiquent bien pourquoi nous attachons une importance au principe de laïcité. Il y a la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et des États, et qui font bien écho aujourd'hui avec le détricotage actuel du principe de laïcité. Frédéric d'Exmont, 10 septembre 1877. Laissons aux églises autoritaires le soin de formuler leur syllabus. Que la maçonnerie ne descende jamais dans l'arène brûlante des discussions qui n'ont jamais amené, croyez-en celui qui vous parle, que des troubles ou des persécutions. Qu'elle se garde de vouloir être une église, un concile, un synode, car toutes les églises, tous les conciles, tous les synodes ont été violents et persécuteurs. Et cela pour avoir toujours pris pour base le dogme qui, de sa nature, est essentiellement inquisiteur et intolérant. Nous sommes en 1877. L'Assemblée décide donc que le second paragraphe de l'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France aura la teneur suivante. La franc-maçonnerie a pour principe la liberté absolue de conscience et la solidarité humaine. Et alors là, je fais un très grand bond de 133 ans, de 1877 à 2010, année où le convent vote la possibilité aux loges d'intégrer, d'initier des femmes. Une étape essentielle dans la vie de notre obédience et un sujet qui a fait durant plusieurs décennies l'ombre de nombreux débats au sein de nos loges et qui en fait encore parfois. Pour prendre l'exemple toujours de ma loge, je suis désolé, mais elle avait porté un vœu en 1923 déjà pour ouvrir le Grand Orient de France aux femmes. Et c'est en 2013, soit 90 ans après, que nous avons initié la première femme dans notre loge. Alors, quelles sont les valeurs et principes que nous souhaitons défendre et promouvoir ? Laissez-moi vous lire l'article 1er, pour commencer, de notre Constitution. La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. Elle attache une importance fondamentale à la laïcité
Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. Et je ne prendrai que 3 exemples parmi ceux que nous souhaitons promouvoir ou défendre, dont 2 sont dans le texte que je viens de vous lire. La liberté absolue de conscience, la laïcité et la République. Le premier, la liberté de conscience. Comme je l'ai dit précédemment, nous y attachons une importance fondamentale, car elle laisse essentiellement à chacun le droit de croire ou de ne pas croire, d'être indifférent des doctrines, des dogmes religieux, de pratiquer ou non une religion, d'en changer, d'avoir le libre choix de système ou de valeurs qui guident notre existence. Et il n'est pas nécessaire d'égrener toutes les horreurs perpétrées au nom des religions au fil des siècles, quels que soient les continents, pour constater qu'aujourd'hui, en 2023, des hommes et des femmes meurent en raison de leurs opinions philosophiques, politiques, de leurs orientations sexuelles ou à cause de leur mode de vie, de leur appartenance à une ethnie, parce qu'ils se refusent de se soumettre à des fondamentalistes, des intégristes religieux ou des idéologies d'État qui prétendent dicter leurs lois avec leur cortège de tortures, de massacres et d'horreurs. Et ceux qui contestent cette possibilité à chacun et chacune de choisir leurs engagements, de mener leur vie librement, de disposer d'une pleine et entière liberté de conscience, ils veulent quoi ? Ils veulent imposer une seule manière de penser et de vivre. Ils veulent maîtriser la liberté d'expression en contestant notamment la possibilité de rire des pouvoirs, quels qu'ils soient. Ils veulent maîtriser notre liberté de conscience, première des libertés, en refusant toute possibilité de nous affranchir de leur vérité révélée qu'ils imposent à tous, croyants ou non-croyants. Mais même s'il est possible de nous asservir physiquement, de nous bâillonner, nul ne peut atteindre notre liberté de conscience, car nous restons maîtres, quelles que soient les circonstances, de nos pensées les plus profondes. Et dit autrement par Spinoza, personne ne peut vous enlever votre liberté de penser, vous pouvez être conseillé, éclairé par d'autres, mais ne laissez jamais quelqu'un penser pour vous. Et pour le Grand Orient de France, la défense de la liberté de conscience est le premier des combats à mener. Je ne prendrai qu'un exemple qui en ce moment est dans l'actualité et fait l'objet d'une convention citoyenne, qui a fait l'objet d'une convention citoyenne, c'est le débat sur la fin de vie. Alors c'est un sujet sur lequel le Grand Orient de France travaille depuis des décennies. Et notre frère Henri Caillavet, qui a été député, secrétaire d'État et sénateur, avait déposé en 1978 déjà un projet de loi, le droit à mourir, soit 27 ans avant la première loi Leonetti du 12 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie. Et si nous reprenons la première phrase de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, elle nous dit quoi ? Elle nous dit « La République assure la liberté de conscience ». Et pour nous, cette phrase répond au respect de la dignité humaine qui passe par le respect notamment de ce que nous voulons faire de notre fin de vie en toute conscience. Au regard des débats actuels, ce sujet s'appuie encore trop souvent sur des fondements qui font pour l'essentiel le produit des dogmes et des morales religieuses. Alors, je m'arrête 2 minutes. Il se trouve que j'ai été en contact avec la ministre qui est chargée du dossier. Je ne me rappelle jamais son nom, je suis désolé. Et c'était à la mise en place de la Convention citoyenne, juste avant. Et j'avais échangé avec elle sur... elle m'a expliqué la démarche qu'ils avaient. Et moi, j'avais rappelé, vous verrez le communiqué que je vous parlais tout à l'heure, après, là, je lui avais rappelé nos positions sur la fin de vie. Et puis elle m'avait expliqué que, une fois que le débat serait enclenché, que la convention serait terminée, il y aura un nouveau contact de prix avec nous. Alors il y a eu un contact au niveau de la Convention citoyenne, puisque nous sommes allés nous exprimer devant la Convention citoyenne. Il y a eu un contact aussi au niveau des parlementaires, puisque notre grand maître Georges Sérignac est allé présenter nos positions devant les députés. Et puis, ça a suivi son cours. On a eu les conclusions de la Convention citoyenne. Et puis, on a appris qu'il y avait eu un dîner à l'Élysée avec les religions. Et on a posé la question, et nous ? Parce qu'on nous avait dit qu'on nous verrait après. On attend la réponse. Voilà. J'en étais où ? Parce que j'ai un peu perdu. Voilà. Oui, donc ce que je veux dire par là, c'est que les dogmes et les morales religieuses peuvent librement s'exprimer sur la conception de la fin de vie. Et les adeptes peuvent également, s'imposer leurs règles, leurs dictates. Ça ne nous dérange pas. Mais elles n'ont aucune, pour nous, légitimité à l'imposer à celles et ceux qui ne le souhaitent pas pour eux-mêmes.
le communiqué de presse de mars 2021, qui précisait déjà, avec plusieurs obédiences, il disait quoi? Lorsque la souffrance, quelle que soit d'origine physique ou mentale, devient insupportable, constante et inapaisable, chacun doit pouvoir choisir d'y mettre fin, entouré des siens en toute sérénité. C'est la réponse républicaine, laïque et humaniste à la question de la mort qui ne doit pas être escamotée. Une réponse que les francs-maçons ont toujours promue parce qu'elle est conforme au principe de liberté de conscience. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune croyance n'a sur ce sujet de légitimité à entraver la reconnaissance d'un droit nouveau. Ça a été également pour le mariage pour tous et d'autres choses avant. Le libre examen, la liberté individuelle, la liberté de conscience sont pour nous les fondements de l'organisation de notre société que nous défendons. Deuxième point, la laïcité. Elle est une des voies d'amélioration de la société. Une soirée ne suffirait pas à rappeler les massacres perpétrés au nom des religions. On peut monter en 523 à Najram, où des chrétiens ont été massacrés par un roi parce qu'il ne voulait pas, changer de religion. Mais bon, il y a eu l'histoire, que ce soit en Europe, en France ou dans le monde, c'est pareil. Et à ces horreurs, il faut ajouter les persécutions et assassinats au nom d'idéologies qui prétendent également imposer une seule manière de penser, niant la liberté de conscience, la liberté d'expression, tout simplement la liberté. Catherine Kinsler, philosophe, parlant de laïcité, dit « La laïcité a produit plus de liberté que ne l'a fait aucune religion investie d'un pouvoir politique. » Et pour nous, frères et sœurs du Grand Orient de France, nous avons le devoir de défendre et de promouvoir le principe de laïcité qui évite la confusion entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et ce mélange entre le spirituel et le temporel, comme l'évoque le frère Frédéric Desmond en 1877, s'accompagne malheureusement toujours de fanatisme et d'intolérance. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment en Iran et en Afghanistan, mais je pourrais parler de l'Inde, où justement il y a un projet de loi anti-conversion qui encourage les nationalistes hindous à attaquer et harceler les chrétiens. Toujours Catherine Kinsler qui dit « Il y en a aujourd'hui qui tuent au nom de la religion, et à ma connaissance, la laïcité n'a jamais tué. » Cela nous conduit à considérer que pour éviter les violences et autres actes de barbarie, la solution est de confiner la religion et toutes les conceptions métaphysiques dans la sphère privée, en les écartant de l'administration politique de la cité et des États. En tant que frères et sœurs de notre obédience adogmatique, nous avons le devoir de promouvoir le principe de laïcité sur tout le territoire national, et je dirais y compris en Alsace-Moselle, en Guyane et à Mayotte. Et au-delà des frontières, telle que la loi du 9 décembre 1905 le fait sur la séparation des églises-États. Et je vous proposais un petit film de 7 minutes à la fin de mon intervention. Ce sont des témoignages de jeunes élèves en lycée professionnel arrivés de pays étrangers, non francophones, et qui ont découvert la laïcité en France. Alors, une question qui se pose aujourd'hui, et c'est un constat, une question que nous posons nous aussi à l'intérieur de notre obédience. Aujourd'hui, parmi les jeunes générations, combien perçoivent le principe de laïcité qui permet la liberté de conscience à des personnes qui sont différentes par leurs opinions spirituelles ou convictions personnelles, de faire société en étant affranchis de toute tutelle religieuse. Et là, je m'arrête sur une expression, faire société. Alors aujourd'hui, l'expression à la mode, c'est celle que nous entendons tous dans les médias, entre autres, les discours politiques, c'est le vivre ensemble. Et mon frère José le sait, je réagis à chaque fois que j'entends cette formulation. Parce qu'elle peut signifier l'inverse de ce qu'elle semble vouloir dire. Car nous pouvons vivre ensemble dans des communautés séparées, les uns à côté des autres, sans avoir un socle commun, sans avoir d'intérêts partagés, qui font de nous des citoyens et des citoyennes égaux et non des individus reconnus en premier comme appartenant à de tel ou tel groupe ou telle communauté. Des communautés d'intérêt existent, on en connaît tous, mais elles ne doivent pas pouvoir imposer leurs lois à tous. Leurs membres doivent pouvoir en sortir à tout moment. Et la liberté d'exercice du culte est entière, y compris dans son expression politique, au nom de la liberté d'expression. Mais en retour, les opinions religieuses
sont de simples opinions et peuvent être publiquement contestées. Pour moi, le vivre ensemble, c'est possible, mais chacun dans notre monde. Faire société, pour moi, c'est partager un socle commun, avoir des intérêts partagés, c'est se reconnaître citoyen et citoyenne, tous acteurs d'un destin et d'un projet national librement consenti. Et si vous voyagez un peu à travers le monde, vous vous rendrez compte, enfin moi je m'en suis rendu compte, que dans des pays, il y a des communautés, c'est vrai, c'est sûr, qui vivent ensemble, les uns à côté des autres, ils ne se parlent pas, voire ils se tapent dessus. Le principe de laïcité ne propose pas une vérité révélée. Il pose qu'aucune croyance particulière ne puisse être imposée à la collectivité. Gérard Delfour, ancien professeur d'université, ancien sénateur et auteur de nombreux ouvrages sur la laïcité, a écrit « La laïcité est un processus historique de longue durée et inachevé. » Et cette référence à un long processus inachevé fait pour nous francs-maçons écho à une phrase que nous rappelons à la fin de nos travaux, qui dit que l'heure du repos n'est pas arrivée et que nous nous engageons à travailler à l'accomplissement d'une société plus libre et plus éclairée. Je vous ai déjà parlé d'Henri Caillavet. Pour moi, il illustre bien, donc franc-maçon du Grand Orient de France, il illustre bien l'engagement qu'un homme qui avait le pouvoir, il était député et sénateur, il a pu faire des propositions de loi, mais l'engagement qu'il a eu au-delà de son parcours maçonnique. En 1971, il fait une proposition sur le divorce par consentement mutuel, adoptée en 1975. En 1976, il est rapporteur de la loi Veil au Sénat. En 1978, il fait une proposition de loi pour retirer du Code pénal les mesures discriminantes envers les homosexuels, adoptée en 1981. En 1991, il fait une proposition d'un contrat d'union civile qui débouche en 1998 sur le Pacs. Je veux dire par là qu'au-delà de nos loges, le travail qu'on mène dans nos loges, la réflexion qu'on a dans nos loges, les propositions qu'on peut être amenées dans nos loges, nous devons les porter à l'extérieur. Et Henri Caillavet, pour moi, illustre bien justement ce travail à la fois dans les loges et le dépassement de nos temps pour aller les proposer au monde profane, ce qu'on appelle le monde profane dans la société. La laïcité ne donne rien clé en main. C'est un principe d'organisation qui nous permet de construire ensemble la société dans laquelle nous voulons vivre et évoluer. Et le principe de laïcité dans notre pays est actuellement malmené. Alors malmené par la montée des revendications religieuses, malmené par certains politiques et décideurs qui ont préféré des démarches gestionnaires en abandonnant des territoires et des quartiers urbains et périurbains. Et là, les exemples, il y en a des multiples. Et l'État, dans ces cas-là, et certaines collectivités locales, elles n'ont pas été chassées de ces quartiers. Ils sont partis en les abandonnant. Et cet abandon fait qu'aujourd'hui, le lit du communautarisme qui se glisse doucement dans nos villes, et il se glisse certainement dans nos villes. Cet abandon est compensé notamment par un retour des organisations religieuses qui mettent en place elles-mêmes, avec le soutien de certaines collectivités locales, une solidarité communautaire ou un positionnement politique. Et elle est malmenée aussi par d'autres qui n'hésitent pas à des accommodements déraisonnables avec les religions en pensant acheter la paix sociale et dans l'attente d'un retour en voie lors des échéances électorales et des arrangements qui relèvent de l'opportunisme ou du clientélisme politique. Et je pense qu'on a tous des exemples en tête. Albert Jacquard, parlant des religions, disait « Est fanatique celui qui est sûr de posséder la vérité. Il est définitivement enfermé dans une certitude, il ne peut donc plus participer aux échanges, il perd l'essentiel de sa personne, il n'est plus qu'un objet prêt à être manipulé. C'est là le péché fondamental des religions, faire des adeptes qui ne posent plus de questions. » Et dit autrement par Charb, et d'une autre manière, le problème, ce n'est ni le Coran, ni la Bible, roman soporifique, incohérent et mal écrit, mais le fidèle qui lit le Coran ou la Bible comme on lit la notice d'un montage d'une étagère Ikea. La laïcité a besoin de nous car nous avons certainement été trop confiants en considérant qu'elle était ancrée, définitivement ancrée et acquise au socle de la République. Et cela, c'est ce qui me fait aborder le troisième sujet, c'est la défense de la République. Les frères et les sœurs du Grand Orient de France se sont engagés pour la République. Ils sont engagés pour ce mode de gouvernement dans lequel les pouvoirs sont assumés par des représentants élus au suffrage universel et qui s'opposent à l'accaparement du pouvoir politique par un groupe particulier et voire des dynasties. Alors je reviens un peu en arrière. En 1958, lorsqu'il y a eu la promulgation de la Constitution de 1958, les loges du Grand Orient de France
se prononcent majoritairement pour un régime de type parlementaire, le Parlement étant la seule expression de la volonté du peuple, avec l'existence de 2 chambres législatives, dont une élue au suffrage universel. Mais parallèlement, elles ont exclu l'élection au suffrage universel du chef de l'État ou du chef de gouvernement. Et à la réponse qui était sur l'instabilité qui avait été notée sous la 4e République, les loges du Grand Orient avaient proposé un renforcement de ce qu'on appellerait aujourd'hui les pouvoirs du Premier ministre. Donc on voit bien déjà qu'il y avait un écart entre ce que nous, la façon dont on défendait la République et la Constitution de 58. Et ce mode de gouvernance, pour nous, est le plus à même d'assurer des services dans l'intérêt de tous et non pour la satisfaction d'une certaine catégorie de citoyens. Et nous plaçons bien sûr l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Nous sommes conscients que le modèle républicain est mal en point et qu'il est perfectible. Je reprendrai une nouvelle fois les propos de Gérard Delfaux sur la laïcité en transposant sur la République. La République est un processus historique de longue durée et inachevé. En ce qui concerne ses rapports avec les cultes, la République connaît les religions, mais ne les reconnaît pas. Dans la loi du 9 décembre 1905, il est écrit dans l'article 2 « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Pour nous, reconnaître, ce serait assurer un statut à une ou des religions et introduire une inégalité en droit entre les citoyens, entre celles et ceux qui adoptent un culte et celles et ceux qui n'en adoptent pas. Les francs-maçons adogmatiques, dont nous faisons partie, refusent que les religions, le prosélytisme intolérant, les références religieuses s'invitent et s'incluent dans les lois de la République. Je vais vous donner un exemple, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Il y a le maire d'une commune, une commune de 5 à 6 000 habitants. Il a consacré sa commune au Sacré-Cœur. Bon, alors déjà, mais, et c'est dans la presse, dans ses propos, il dit « Et toutes les décisions qui seront prises au conseil municipal se feront à la lumière des évangiles. » Ça laisse rêveur. Le cas de la fin de vie, comme celui précédemment du mariage pour tous, de la pilule ou de l'intervention volontaire de grossesse, ont démontré le souhait des religions d'influer, d'investir et d'empêcher les propositions de droits nouveaux mis à disposition de tous. Et il y a un texte de Jean Jaurès qui, pour moi, parle clairement du débat public qui construit la République. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, que leurs divisions n'iront jamais jusqu'à la fureur chronique de la guerre civile et qu'ils ne chercheront jamais, dans une dictature même passagère, une trêve funeste et un lâche repos. Aujourd'hui, face au repli identitaire, communautaire, au détournement des principes républicains, notamment par l'extrême droite, face à un nombre croissant de la population méfiante vis-à-vis des institutions républicaines et de ses représentants, nous avons le devoir de travailler, proposer, de nous engager dans la société en tant que francs-maçons du Grand Orient de France. Aujourd'hui, pour moi, nous sommes confrontés à 3 ruptures qui doivent nous interpeller et nous inciter au travail dans nos loges, mais également à l'extérieur. Une rupture institutionnelle, sociétale et technologique. Alors, institutionnelle, par la remise en cause de nos institutions et notre système de représentation. L'abstentionnisme en est un exemple. Un récent sondage de Sciences Po indique que les Français ne font plus confiance dans leurs représentants. 81% ne font pas ou pas du tout confiance dans les partis politiques et 60% dans les syndicats. Cette perte de confiance touche également les médias, les églises, les associations, dont pour elles, la question est souvent la question du recrutement et du renouvellement de leurs instances. Et cette remise en cause est amplifiée par la révolution numérique, les réseaux sociaux, qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer, des réseaux sociaux où les mensonges circulent plus vite que les vérités et où les influenceurs de toutes sortes peuvent faire de terribles ravages dans les esprits. Deuxième rupture sociétale, les citoyens et citoyennes, face aux changements qui se présentent à eux, aux transformations de la société, sont parfois sans repère et démunis. Toujours dans un sondage Ipsos, mais là qui est très récent, puisqu'il est du 31 mars au 1er avril dernier, donc il y a quelques semaines, 60% des interrogés craignent de basculer dans la précarité. Alors auparavant, il y avait des appartenances sociales qui existaient,
ouvriers, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans l'hyper-individualisme, où il est plus facile et parfois tentant de se replier sur soi, sur son groupe, sa communauté, et souvent en recherchant un monde simplifié. Troisième rupture technologique. Les évolutions technologiques interpellent l'humain, qui a le sentiment de perdre le contrôle de sa vie face à elle. L'intelligence artificielle, qui est capable de fournir des raisonnements, on parle tous de ChatGPT, des diagnostics dans les hôpitaux, on en a un peu parlé hier, peuvent nous conduire à se poser la question suivante. À quoi sert-il que je réfléchisse si l'intelligence artificielle me propose toujours une solution ou un avis bien plus pertinent que je n'aurais pu l'élaborer moi-même? Et ces évolutions technologiques ne vont-elles pas conduire l'homme, avec un grand H, vers un retrait progressif mais inéluctable devant la machine, donc devant le libre arbitre de sa vie? Pour nous, francs-maçons, il est essentiel que nous nous emparions de ces sujets et que nous apportions notre vision, nos propositions en dehors de nos temples, dans nos loges et en dehors de nos temples. La liberté absolue de conscience, la laïcité, la République, trois sujets auxquels j'ajoute un quatrième, qui est également essentiel pour la franc-maçonnerie en général, et pour le Grand Orient évidemment, c'est la solidarité. La solidarité est ancrée au sein de nos obédiences, et plus largement, je l'ai dit, de la franc-maçonnerie, depuis ses débuts. Une solidarité mise en œuvre auprès des frères et des sœurs qui se trouvent un moment de leur vie dans la détresse, la souffrance, la peine ou la précarité. Cette solidarité dans notre obédience est menée par l'instance nationale de solidarité maçonnique, et cette instance est statutaire, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme essentielle dans notre obédience, en lien avec les valeurs et principes que nous défendons, celle du respect de la dignité humaine. Et cette solidarité s'exerce également en dehors de l'obédience à travers la Fondation du Grand Orient de France, qui accompagne des projets associatifs ou des actions dans l'accompagnement des enfants, et notamment en ce moment sur le handicap des enfants à Nantes. Elle intervient également au niveau international, en lien avec les associations présentes sur le terrain. Alors ça va par exemple de la construction d'écoles pour la scolarisation des enfants, du forage et de réparation de puits. Elle travaille aussi avec Gynécologie sans frontières, ou récemment en Turquie, pour apporter une aide aux personnes victimes du tremblement de terre. Elle accompagne également des projets et des actions d'associations qui luttent, par exemple, contre la violence faite aux femmes et aux enfants et pour le respect de la dignité humaine. Que faisons-nous au Grand Orient de France? En tant que francs-maçons, que faisons-nous? Notre vie maçonnique se déroule loin des éclairages médiatiques. Les actions que nous menons dans nos loges, par nos travaux, tous les 15 jours, ne sont pas toujours dans les médias. Mais par notre façon de travailler, à la fois sur nous-mêmes et sur les sujets de société, par notre façon d'échanger, l'entrée en franc-maçonnerie peut être pour un grand nombre de femmes et d'hommes une voie pour travailler à la fois sur eux-mêmes et pour contribuer aux réflexions que nous menons sur la société. Chez nous, le débat est riche parce qu'il n'oppose pas un camp contre un autre, mais permet aux femmes et hommes, aux sœurs et aux frères de prendre la parole sans contrainte, sans consigne, sans posture. Nos loges rassemblent des femmes et d'hommes aux origines diverses, je l'ai déjà dit. Et cette diversité, associée au brassage des générations, constitue la richesse de nos travaux. Elle fait de nos loges un carrefour qui privilégie le dialogue, l'épanouissement personnel et collectif avec des femmes et des hommes libres et responsables qui aspirent à s'améliorer. La loge est un lieu de travail, de réflexion, de questionnement et de débat. Même si nos points de vue ne semblent pas converger, nous sommes conscients que c'est bien par la diversité et la compréhension mutuelle que nous progresserons. Dans nos loges, nous sommes incités à douter, critiquer, réfléchir et penser par nous-mêmes sans chercher à persuader. Dans nos loges, nous sommes invités à pratiquer la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, donc le respect de la liberté de conscience de chacun et de chacune. Nous apprenons les uns des autres, nous avançons ensemble, nous nous enrichissons mutuellement de nos différences. Les travaux menés dans nos loges nous donnent les outils permettant à la fois le temps de l'écoute, de la réflexion, de l'enrichissement individuel et collectif par la circulation de la parole entre nous. Dans nos loges, nous sommes invités à envisager qu'il est possible de faire progresser l'humanité par la confrontation pacifique mais rigoureuse de nos différentes visions de la société et plus globalement du monde. Pour tout cela, la sincérité de la parole de nos travaux est essentielle, sans oublier
chacun d'entre nous, que notre vision du monde n'est pas le monde et que notre vision du territoire n'est pas le territoire. La loge est un lieu de travail, de réflexion, de questionnement, de débat et de bienveillance. Et être franc-maçon, c'est avant tout pouvoir dire « je ». Nous affirmer comme sujet libre de disposer de nous-mêmes sans être frappé d'exclusion ou taxé d'hérétique. Chacun d'entre nous, franc-maçon ou pas, nous devons avoir la capacité d'être nous-mêmes, de nous affranchir de nos assignations originelles, donc des tutelles qui peuvent être abusives, voire contraignantes. Être franc-maçon, c'est mener un travail à la fois individuel et collectif, j'ai déjà dit, individuel, car nous nous engageons à travailler sur nous-mêmes grâce aux méthodes qui sont mises à nos dispositions, et collectif par le travail que nous menons ensemble dans nos loges et nos réunions régulières. Nos multiples casquettes, qu'elles soient familiales, professionnelles, sociales, associatives, politiques, religieuses ou autres, peuvent nous conduire à porter des œillères qui limitent notre champ de vision, nos façons de penser et notre monde et nos vies. En entrant au Grand Orient de France, nous sommes invités à laisser ces casquettes à l'entrée de nos réunions. C'est-à-dire tout ce que nous portons, que nous transportons avec nous par nos activités nos activités en dehors des loges, on les laisse à l'entrée pour pouvoir travailler sereinement et dans la confiance. Nous pouvons être agriculteurs, fonctionnaires, enseignants, médecins, ouvriers, avocats, artisans, intermittents du spectacle, chômeurs, retraités ou autres. Chacun d'entre nous vient d'abord avec sa personnalité, les valeurs qui l'animent, pas avec nos costumes de vie que nous portons au quotidien. Et tout cela pour être disponible et à l'écoute des autres. Être franc-maçon, c'est laisser de côté les généralités, les banalités, les idées reçues. Être franc-maçon, c'est être, par nos travaux individuels et collectifs, conscient des enjeux, des dangers d'aujourd'hui et de demain pour l'humain. Et nos loges sont des lieux d'observation privilégiés de la société et des évolutions de ces transformations. Et de ce fait, nous sommes des laboratoires d'idées. Être franc-maçon, c'est avoir conscience que ce qui semble être acquis ne l'est pas, et qu'il est parfois nécessaire de les défendre avec force et conviction. Être franc-maçon, c'est avoir le devoir d'alerter, d'identifier, de dénoncer, de nous engager à combattre toutes les formes d'atteinte à la dignité humaine, aux discriminations sociales, ethniques, sexuelles, etc. Être franc-maçon, c'est refuser d'être resté cantonné dans un univers confortable, feutré, et de nous voiler la face en restant les yeux fermés face à un monde dans lequel nous vivons et le monde dans lequel nous évoluons, et qui sera le nôtre pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous avons le devoir de porter nos indignations, nos réflexions en dehors des loges, et au regard des transformations et des ruptures ou évolutions qui se dessinent, notre travail est loin d'être achevé, et pour reprendre une formule de chez nous, l'heure du repos est loin d'être arrivée. Et dit autrement, je reprends souvent cette formulation, nous ne devons pas rester à nos balcons en regardant ce qui se passe dans la rue, mais nous avons à prendre part, en fonction de nos possibilités, à la vie de la cité. Donc il y a des possibilités, associations, élus, syndicats et autres. Être franc-maçon, c'est faire en sorte que ce que nous défendons et souhaitons promouvoir ne se résume pas à des châteaux de sable que nous construirions sur la plage et qu'un coup de pied ou une vague détruira. Être un frère ou une sœur du Grand Orient de France, c'est adhérer à un ordre qui ne fait pas la promotion de l'individu pour lui-même, mais pour ce qu'il apporte aux autres. Le franc-maçon ne peut exister sans ses frères et ses sœurs, car notre existence ne se résume pas à notre seule personne. Je tiens à préciser que le franc-maçon que je suis ne se réduit pas à mon seul engagement au Grand Orient de France. Je suis également un père, un conjoint, un citoyen, un acteur de la vie économique et sociale. Je ne suis pas hors sol, un pur esprit dégagé des contingences matérielles, mais un homme de ce siècle, engagé dans la société et qui aspire à son amélioration matérielle et morale. Dans ce monde que j'ai déjà caractérisé de complexe et incertain, où tout semble à la dérive, et où les idéologies extrémistes font la promotion de l'exclusion et d'autres préconisent le repli communautaire, nous avons vraiment un message à porter, nous, francs-maçons du Grand Orient de France, mais d'autres obédiences également. Un message qui s'appuie sur notre conviction que l'homme est perfectible et que par la raison, il est possible d'avancer ensemble autour d'un projet partagé par le plus grand nombre, car notre progression individuelle et collective ne peut être que commune. Ce que nous défendons est vraiment certainement moins confortable et plus exigeant que de se replier dans une pensée dominante, mais ce que nous défendons conduit à la responsabilité
et à l'émancipation de chacun. Mesdames, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, j'ai essayé très rapidement de vous présenter d'où nous venons, quelques principes et valeurs que nous défendons et comment nous travaillons. Et pour conclure, je voudrais vous citer une citation d'Albert Jacquard qui, pour moi, traduit bien l'esprit dans lequel nous nous rencontrons et dans lequel nous travaillons. Il faut prendre conscience de l'apport d'autrui, d'autant plus riche que la différence avec soi-même est grande. Et je vais reprendre une formule que j'ai entendue hier soir. Nous sommes les galériens de l'espoir. Merci, mesdames, messieurs. Ah oui, on va vous passer ce film dont je vous ai parlé, qui dure 7 minutes. Bonjour, je m'appelle Mouchtaba et je viens d'Afghanistan. La laïcité, c'est génial car elle nous permet de vivre ensemble sans aucune violence. Dans un pays laïque, on ne juge jamais les gens sur son identité, sa couleur de peau, sa culture, ni sur sa religion. Lorsque j'étais en Iran, j'étais jugé sur mon identité. Ils me disaient que je n'avais pas le droit d'aller à l'école car j'étais un Afghan. Je n'avais même pas le droit d'acheter une carte SIM car j'étais un Afghan. Dans les rues, lorsque des Iraniens me voyaient, ils se moquaient de moi en me disant « Et regardez l'Afghan qui est là » en me montrant. Et ça faisait vraiment mal à l'intérieur. Je suis ravi d'être en France, un pays laïque où il n'y a aucune différence entre nous. Merci. Bonjour, je m'appelle Anima et je viens du Bangladesh. Je pense que la laïcité est très importante pour le monde parce que dans le monde, il y a des pays où la religion n'est pas séparée de l'école et de l'État. Dans ces pays, la religion est la première priorité. Exemple, la Birmanie est un pays bouddhiste et l'État a décidé que les musulmans ne peuvent pas rester en Birmanie. Ils tuent les gens qui sont musulmans et c'est terrible. Si c'était un pays laïque, ils pourraient vivre ensemble parce que la laïcité nous permet de vivre ensemble. La laïcité n'est pas juste une règle qui sépare la religion de l'État, c'est aussi une règle qui garantit l'égalité entre les filles et les garçons. Si je parle de la société du Bangladesh, les filles et les garçons ne sont pas égaux. Il y a des familles qui pensent que les filles n'ont pas besoin de finir des études parce qu'elles veulent se marier et faire le ménage à la maison. Mais pour les garçons, c'est l'inverse. La famille fait tout pour éduquer les garçons parce qu'ils pensent que les garçons veulent travailler et gagner de l'argent, mais les filles ne peuvent pas travailler. C'est pour ça que je pense que la laïcité est très importante pour la société de mon pays, pour que les filles puissent libre vivre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Jocelyne. Je viens d'Irak, mais j'aimerais bien vous dire que dans mon pays, l'Irak, mon prénom n'était pas Jocelyne, c'était la chrétienne. À chaque fois quand quelqu'un oubliait mon prénom, il commence à m'appeler avec ma religion, comme si je n'avais même pas un prénom. Ça m'a fait sentir que je suis différente et que je ne suis pas comme les autres. Dans mon école, certains professeurs ne me voyaient pas comme les autres élèves. Des parents qui disaient à leurs enfants de ne pas me parler, juste parce que je suis chrétienne, ou comme ils disaient, différente. Ça m'a fait vraiment mal à l'intérieur. Mais j'ai toujours montré que je suis forte et que je m'en fous de tout ce qu'il dit. J'ai toujours été fière d'être araméenne chrétienne, comme tout le monde qui sont fiers d'être de ce qu'il est. Au cours de religion, le prof me disait de sortir dehors, ou sinon je faisais le cours avec eux. Mais moi, je choisissais de sortir. Il y avait certains professeurs, quand ils me voyaient dehors, ils me disaient « Au lieu de rester ici sans rien faire, pourquoi ne pas aller faire du ménage avec la dame qui fait le ménage ?» J'ai toujours répondu, car je voulais toujours montrer que je suis plus forte que ce qu'ils pensent. Quand ils me parlaient de leur religion, je disais tout le temps « Je respecte ce que vous pensez, mais ne me parlez pas de votre religion, car je ne crois pas à ce que vous croyez. Et je ne vais jamais croire à quelque chose juste parce que vous voulez que je pense à ça. Je suis libre à ce que je pense. »
À cause de mes réponses, je voyais mes notes baisser toujours. Juste parce qu'ils disaient que ce que je dis, c'est un manque de respect, alors que j'ai juste dit mon avis et c'est juste parce que je pense différemment. Je ne veux pas dire que tout le monde était comme ça dans mon école. Il y avait beaucoup des professeurs, d'élèves qui m'ont beaucoup aidé à passer ces moments difficiles. Un professeur que jusqu'à maintenant je ne peux pas l'oublier, quand il touchait mes mains froides, il les réchauffait et essuyait mes larmes. Des amis qui m'ont dit « je t'aime et j'aime ta religion ». Je suis sûre, si la laïcité existait dans mon pays, je n'avais pas des moments difficiles dans mon enfance. Maintenant et devant tout le monde, je veux remercier la laïcité car elle m'a rendu mon prénom. Aujourd'hui, mon prénom n'est plus la chrétienne, mais c'est Jocelyne. Je me présente, je m'appelle Isram Salem, j'ai 17 ans, je viens de la Tunisie. Quand je suis arrivée en France, je trouvais bizarre de ne voir pas d'insignes religieux au lycée. J'étais curieuse de connaître la religion chrétienne, mais je trouvais ça bien parce que on n'en voit pas tout à travers la religion, comme dans mon ancienne école. Dans mon pays, il y a des gens de confession juive qui s'en font insulter. Même dans mon lycée en France, j'entendais un élève dire que tous les musulmans étant des terroristes, surtout les arabes. Ça me fait mal. Et je suis contente que la laïcité existe pour l'être contre l'intolérance. Je m'appelle Randy. Quand j'étais au Cameroun, j'étais dans une école religieuse. Là-bas, nous vivons avec les règles de l'Église et on montre sa spiritualité. Il faut montrer que nous sommes des vrais chrétiens. Sinon, les autres vont s'éloigner ou dire que vous êtes possédés par des diables et te critiquer. À cause de cette peur, je dois porter et devenir un personnage chrétien. Mais à l'intérieur de moi, je sais que ce n'est pas moi en vrai. Je n'étais pas libre et confortable. J'étais vivant dans un personnage. Je n'ai jamais eu la chance de choisir entre croire ou ne pas croire, ou la chance de vivre libre, mais je devais toujours montrer ma religion, et jamais moi à l'intérieur. On me conseillait de n'avoir que des amis chrétiens, et des autres étaient regardés comme des mauvaises personnes. Quand je suis arrivé en France, dans une école laïque, c'était fascinant. Personne ne m'a jamais demandé combien de fois je prie par jour ou si je suis baptisé. Je trouve très fascinant que 20 personnes qui viennent de presque tous les continents du monde, avec les cultures et les religions, puissent vivre et rester ensemble dans la même classe, en paix. Et personne n'est en train de critiquer des autres à cause de leur religion. On se comprend et on se respecte nous-mêmes. La laïcité m'a donné la chance d'être libre. La laïcité m'a donné la chance de quitter mon personnage. Merci.